Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 5 mars. Expliquer les enjeux du patrimoine, de l'urbanisme. À Rambouillet, une exposition joue la carte du ludique avec des reconstitutions et des jeux. Le matrimoine, une notion aujourd'hui inconnue. Aurore Evin, artiste associée à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, s'intéresse à l'héritage littéraire des femmes lors d'une conférence. Le printemps des poètes sera beau, des bals, des marches en musique et en poésie. Du 13 au 31 mars, c'est la 21e édition de ce printemps. Rendre ludiques les réglementations urbaines et patrimoniales, Rambouillet a choisi d'expliquer ces réglementations par une exposition. Couleurs des bâtiments, toitures ou encore travaux à faire, Plus belle ma ville répond aux questions que vous vous posez peut-être. Un service d'urbanisme reconstitué. Pour expliquer la réglementation du paysage urbain, la ville de Rambouillet joue la carte de l'exposition. En ce qui concerne le site patrimonial remarquable, dès que vous touchez à l'extérieur d'un bâtiment, on va prendre une maison, à la façade par exemple, vous devez venir nous rendre visite, qu'on vous explique ce que vous pouvez ou pas faire. Et à ce moment-là, on vous accompagne avant toute l'instruction du dossier, avant de la délivrance du permis de construire. Des jeux ludiques pour entrer dans un sujet très technique. Le SPR, site patrimonial remarquable, vise à conserver le patrimoine existant et l'aspect culturel de la commune. Cette exposition, elle vise à aider les administrés à s'approprier cette réglementation, à leur donner des trucs pour qu'ils puissent l'utiliser plus facilement et à ce que tout le monde, même ceux qui ne sont pas directement concernés, en comprennent l'intérêt. L'expo vraiment joue la carte de la scénographie, de la mise en scène, du ludique, de l'expérimentation et de l'interactivité, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver et au moins en repartir avec les idées principales. Les équipes ont pensé plusieurs niveaux de lecture pour répondre à tous les âges et toutes les questions. Une rue fictive a été créée en mêlant bâtis du 18e, début 19e traditionnel et une architecture de villégiature fin du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. À vous de deviner qui des boulangers ou des antiquaires sont les bons élèves. Une simple lettre qui change beaucoup de choses. À Guyancourt, le mardi 12 mars, il sera question du matrimoine et tout particulièrement de l'héritage littéraire des femmes. Une conférence animée par Aurore Evin en plateau avec nous ce soir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée du directeur de la ferme de Bel-et-Bas, Johan Lavabre. Bonjour. Bonjour. Alors, Aurore Evin, vous êtes metteuse en scène, autrice, chercheuse et comédienne. Et votre interrogation sur la place féminine dans l'art, je crois, est assez ancienne. Oui, elle doit être remontée à peu près à 20 ans au moins. Voilà, moi j'étais jeune comédienne et j'essayais de comprendre pourquoi il était plus compliqué finalement d'être autrice, metteuse en scène, aussi à l'époque je ne connaissais pas encore ce mot autrice, que comédienne, et je m'interrogeais sur cette question de la légitimité des femmes dans le milieu de l'art et de la culture, et notamment dans des postes de créatrice, statut de créatrice, et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à dérouler le fil de l'histoire et du matrimoine. Et vous publiez des ouvrages en 2001, l'apparition des actrices professionnelles, il y a aussi 5 tomes de théâtre de femmes dans l'Ancien Régime, vous poussez jusqu'à la recherche. Oui, voilà. Oui, c'était vraiment... moi, je commençais à être comédienne, donc j'ai commencé à travailler sur l'apparition des actrices pour justement m'interroger sur la place de la comédienne dans nos sociétés, qui est quand même, par contre, elle, très légitime, peut-être même trop, au point d'effacer les autres. Et c'est comme ça qu'en travaillant sur les premières comédiennes, j'ai découvert à mon grand étonnement que certaines avaient écrit du théâtre, qu'elles avaient été jouées à l'époque. Et moi, j'imaginais absolument pas qu'avant le XXe siècle, des femmes aient pu écrire du théâtre, être jouées sur des scènes professionnelles, etc. Et donc, j'ai commencé à tirer ce fil et à découvrir qu'effectivement, elles ont été nombreuses et qu'elles ont en plus connu beaucoup de succès, du temps de Molière notamment. Une certaine Le Favori. Voilà, comme Le Favori de Madame de Villedieu, une tragicomédie qui a été jouée en 1665, y compris à Versailles, devant Louis XIV, qui a été donc créée à la ferme de Bel-et-Bas, théâtre de Guyancourt, grâce à Johan Lavabre, il y a 3-4 ans maintenant. Et que vous avez joué en octobre 2018. 18, et qu'on va en plus reprendre, donc un beau parcours à la Cartoucherie, au théâtre de l'Épée de Moix, au mois de mai, du 9 au 19 mai. Johan Lavabre, justement, de mettre les femmes en avant à la ferme de Bel-et-Bas, c'était aussi une volonté de montrer qu'elles étaient présentes et elles le sont toujours.
Vous savez, on dit toujours que le théâtre est le miroir du monde, et force est de constater qu'il y a un dysfonctionnement dans ce reflet, puisque les théâtres, généralement, offrent une part très supérieure aux hommes qu'aux femmes, tant pour la mise en scène que pour l'écriture. Et donc la Ferme de Bel-et-Bas s'est engagée, il y a 8 ans maintenant, dans un projet de programmation paritaire. On s'évertue à programmer autant de femmes que d'hommes, tant sur le plan de l'écriture que de la réalisation des spectacles. Et il est évident que la question du matrimoine s'est posée rapidement dans ce projet de saison paritaire, puisque du coup, on avait du mal à être paritaire quand on abordait des textes anciens ou quand on programmait des musiques anciennes. Et je me suis rendu compte, en rencontrant Aurore Révin, on s'est connu au conseil d'administration d'HF Île-de-France, qui est une association donc qui lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. C'est là que j'ai rencontré Aurore et c'est là que j'ai compris que, y compris dans les œuvres des anciens temps, il y avait des compositrices, il y avait des autrices, et donc on a entamé ce travail de compagnonnage, je vais dire, avec Aurore et la Ferme de Bel-et-Bas, pour mettre en valeur ces femmes. Alors on a prononcé le mot matrimoine, on le précise, ce n'est pas une erreur. Le mot existait déjà. Une petite explication, définition peut-être. Tout à fait. Le matrimoine, c'est un peu comme le patrimoine. Ce sont les biens, mais les biens culturels hérités des mères, par contre. Voilà. Et ce n'est pas un néologisme. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à utiliser un néologisme. L'intérêt de ce mot, c'est justement qu'il a une longue histoire. Et qu'au Moyen-Âge, quand un couple se mariait, il déclarait à la fois son patrimoine et son matrimoine. Et souvent, voilà, pour résumer, en faisant une petite pirouette, je dis souvent, à la fin, il n'est plus resté que les journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales. Donc on voit très bien comment le destin de ces deux mots résume aussi la place des femmes dans notre histoire culturelle et notre histoire littéraire. Justement, de nombreuses femmes ont été rendues invisibles. On connaît tous plus ou moins George Sand qui signait sous un nom d'homme, Fred Vargas Fred est le diminutif de son prénom mais a une consonance masculine aussi. On en connaît beaucoup des femmes comme ça qui sont passées un peu à la trappe dans l'histoire. Énormément, et on en découvre en fait presque tous les jours. C'est ça qui est étonnant, c'est que très longtemps, moi quand j'ai commencé ce que j'expliquais tout à l'heure, on pensait qu'effectivement les femmes n'avaient pas d'histoire finalement, et parce que l'histoire a été écrite uniquement en ne gardant que les hommes. Et quand on commence à creuser, c'est vraiment un travail d'archéologue, et on s'aperçoit qu'en fait elles sont très nombreuses. Et que dans la musique, dans la peinture, dans l'écriture, dans les sciences également. Donc il y a bien une histoire et elle est très importante. Et alors donc cette conférence du 12 mars, quelle est-elle ? Quel est le but ? Qu'est-ce que vous voulez montrer au public ? Le but, c'est justement de prouver qu'il existe effectivement un héritage, parce que moi je préfère parler d'héritage, qui est constitué à la fois de patrimoine et de matrimoine, qu'il y a des femmes qui peuvent nous servir également de modèles, que les hommes peuvent se trouver également en filiation avec des figures féminines, donc tout ça, c'est aussi une question de légitimité pour les jeunes femmes aussi, de savoir que les femmes ont eu des capacités pour écrire, pour peindre, etc. Donc c'est de raconter un peu cette histoire. Alors moi je pars du théâtre parce que je viens de là, univers. Mais ça peut se décliner exactement de la même façon pour la musique, la peinture, les beaux-arts, etc. Donc je raconte moi ma découverte de ce matrimoine théâtral et comment il a été effacé. Et quel est l'intérêt aujourd'hui de le rendre à nouveau visible et même de le remettre en performance, parce que ça c'est aussi une question très importante. En performance que justement, la Ferme de Bel-et-Bas ne va pas s'arrêter à 2018-2019. Vous allez encore plus loin, ça va durer 4 ans ce matrimoine. C'est ce projet qui s'appelle Édifier notre matrimoine, qui est un projet soutenu par le ministère de la Culture, la DRAC d'Île-de-France et la région Île-de-France. Est un programme qu'on a établi avec Aurore sur 4 ans. Donc il y a beaucoup de choses et on travaille également ensemble à la création d'un réseau coopératif national de production afin de fédérer un certain nombre de théâtres sur tout le territoire pour pouvoir aider la création de ces spectacles qui c'est pas facile. Les moyens de production sont assez compliqués. Il y a encore dans la culture un certain frein, peut-être de producteurs, même du public aussi. Il y a un frein à produire parce que on va dire que l'argent va aux plus riches, on ne prête qu'aux riches comme on dit, donc c'est assez facile de produire. Bon, le théâtre classique c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc ça coûte assez cher. Néanmoins on arrive à monter du Shakespeare, du Molière, je dirais assez facilement dans le réseau théâtral. Par contre sur le nom de ces autrices, elles ont le handicap d'être des classiques mais non reconnus et donc de pas avoir cet effet
effet d'appel vis-à-vis du public. Mais voilà, il ne tient qu'à nous de le corriger et on s'y emploie. Et justement, pour le corriger, une première étape, le mardi 12 mars. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. L'agenda s'affiche, c'est à la médiathèque Jean Rousselot et la réservation est conseillée. Là aussi, tout est affiché. La statue du Château de Plaisir dévoile ses mystères. Dans le cadre de la réhabilitation du parc du château, la municipalité a décidé de lui offrir une seconde jeunesse. Le reportage est signé Marilène Yapichinov. De la musique du monde pour accompagner sa concentration autour des 4 éléments. Depuis 2 semaines, Didier Mattard constitue les parties manquantes de cette mystérieuse statue. Ils sont arrivés un peu dans cet état-là à l'atelier. Donc on a vraiment un état sanitaire qui est vraiment très dégradé, avec des parties manquantes sur les genoux, les jambes, les têtes sur la partie haute. Le sculpteur a tout de suite été surpris par la qualité de l'œuvre, des détails soignés et un style propre au XVIIIe qui n'est pas sans rappeler les sculptures du château de Versailles. Cette torsion qui tourne, c'est vraiment une magnifique sculpture. Son nom reste tout aussi inconnu que celui de son auteur. Elle représente les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ce sont les 2 personnages qui ont des ailes. Ceux du bas n'ont pas d'ailes. Et donc là, vraiment, il tend le bras en l'air de façon à atteindre l'air. Pour redonner la beauté de ces détails à la statue, Didier Mattard commence par créer une forme en terre pour ensuite faire un moulage en plâtre. Une fois ce moulage parfait, il sera copié en pierre et posé sur la statue. Tout ça, ça n'existait pas. On essaye d'intégrer vraiment notre travail au patrimoine passé sans essayer d'inventer les choses. On essaye vraiment de respecter au maximum la sculpture d'origine. Une fois terminée, cette statue des 4 éléments se retrouvera ici. Son socle est déjà prêt à l'accueillir. Une touche finale à la réhabilitation du parc du château. Nous sommes très fiers d'avoir une œuvre comme celle-là dans le parc du château, puisque ça ne fait que compléter l'ensemble de ce que nous avons voulu faire depuis de nombreuses années. Château et statue se feront face, 2 vieux amis qui retrouveront chacun leur tour les traits de leur jeunesse. Le printemps sera beau, c'est en tout cas la couleur que les itinéraires poétiques et Saint-Quentin en Yvelines veulent donner à son 21e printemps des poètes. Jacques Fournier, bonjour. Bonsoir. En tant que directeur des itinéraires poétiques, comment vous avez pensé cette édition ? D'abord, on s'est emparé du thème national, la beauté. Et puis je me suis dit, mais pourquoi la beauté ? C'est un petit peu bateau, c'est un peu obsolète peut-être comme image. C'est un thème qui a été énormément abordé au XIXe siècle. On connaît tout le travail de Baudelaire autour de la beauté et de la laideur. Donc j'ai intitulé notre Printemps des poètes très vite « La beauté et alors ?» Que faire de ça ? Et donc on l'a décliné, mais en même temps, c'est un thème qui n'en est pas un. On s'en moque un peu. On emprunte tous les chemins qu'on peut emprunter, qu'on veut emprunter sur ce territoire pour faire en sorte que la poésie, qu'elle évoque ou non la beauté, soit présentée au public. Justement, c'est très subtil comme notion. La beauté, ça peut parler à tout le monde comme tout. Oui. Mais vous allez faire des lectures, des jeux d'écriture, des expositions. Comme toujours, il y en a pour tous les goûts. Oui, on essaye de faire en sorte que tout le monde se sente un jour ou l'autre concerné par la poésie. Moi, c'est mon cheval de bataille depuis quelques décennies quand même maintenant. Et je suis, moi, persuadé qu'on a tous quelque chose à voir avec la poésie à un moment ou à un autre de notre vie, même si le but n'est pas d'attirer des centaines de milliers de personnes à venir écouter un poète devant son micro. Non. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, que ça soit dans un bus, que ça soit à l'occasion d'une manifestation un peu atypique, d'une marche, comme on va organiser 3 marches poétiques et musicales cette année, que les gens se disent, bah oui, tiens, ça me parle, ça me dit quelque chose, ça me concerne. Et à partir du moment où il y a un écho en soi, inévitablement, on ne voit pas le monde de la même manière. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, parce que dans ce printemps des poètes, les poètes viennent au public. Oui, les poètes viennent au public. On va chez l'habitant, puisqu'on a une rencontre avec le poète Saïd Mohamed et le guitariste de jazz Charles Barkatz chez des habitants à Trappes. Le 15 mars. On est dans les bus de Saint-Quentin en Yvelines grâce à Skibus et pour les embuscades avec le collectif les profs d'histoire. Ce sont des comédiens et des comédiennes qui vivent à travers la poésie avec leur meneur de jeu Alexandre Louchik. C'est un vrai bonheur à chaque fois. Voilà, on essaye de faire en sorte que voilà les poètes, et sur nos 3 marches, on aura des poètes et des comédiens et des musiciens
qui diront, qui liront, qui interviendront. Et on aura encore aussi, et ça j'y tiens tous les ans, et les médiathécaires sont très réactifs, on aura des interventions dans les médiathèques 2 après-midi, 2 mercredis, le 13 et le 20 mars, avec les poètes Thierry Casals et Yves Gaudin, et les musiciens, Olivier Journeau, qui est un musicien du territoire, et du Conservatoire de Trappes, et ils seront là pour donner à entendre aussi des poèmes, et aussi pour faire écrire. Et puis animer une scène ouverte, où chacun, à une heure donnée, pourra venir s'emparer du micro pour dire un texte de son choix, de lui ou de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de regard critique, il y a tout simplement le plaisir d'entendre. Alors il y a une nouveauté cette année. On part. Une des nouveautés, mais surtout on part à la toute fin du printemps. Oui. Les 30 et 31 mars, il y a le premier village du mot. Oui, ça c'est une envie que l'on a eue avec les médiathèques, d'offrir un événement qui soit pas un salon du livre, mais qui soit un temps à la fois culturel et ludique, partagé, ouvert à tous, dans un lieu que l'on veut, que l'on souhaite ouvert à tous, c'est la Commanderie à Elancourt. Où nous sommes installés depuis septembre avec l'atelier des sciences, les arts visuels et la mission danse. Et donc, on va investir la commanderie pendant 2 après-midi avec des ateliers ouverts, des ateliers de calligraphie, mais aussi d'écriture de bulles de bande dessinée avec une BDiste, Babé, de dessins de mots avec Henri Wagner, le retour, puisqu'Henri était intervenu à la Maison de la Poésie il y a quelques années, avec des conférences, mais à la fois des conférences on va dire très sérieuses sur les problèmes de langage, la naissance du langage. Voilà, il y a des orthophonistes qui seront présentes sur la langue des signes. On a déjà eu l'occasion de travailler avec Brigitte Baumier en décembre, à Plaisir, mais aussi des conférences un peu différentes sur les mots de l'Oulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle qui avait été créé par Raymond Queneau et Le Lyonnais en 1960. Et là, c'est son plus jeune représentant, Frédéric Fortet, qui viendra nous parler de l'Oulipo. On aura aussi une dictée, parce qu'une fête du mot sans la dictée, pour moi, c'est inconcevable. Donc une dictée qui sera créée, dite, corrigée, et commenté par Julien Soulier, qui est un grand spécialiste de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il faut réviser un petit peu avant. Il faudra réviser, il faut sortir son grévis, il faut sortir son bled, et puis il faut s'y mettre d'une façon très sérieuse. Mais il y a suffisamment de sites internet qui permettent de corriger ses propres fautes quand on parle et quand on écrit aussi. Voilà, et donc ça, on l'a voulu, et on a surtout voulu que tous les services culturels de Saint-Quentin-en-Yvelines soient impliqués. C'est-à-dire chacun a apporté, il y aura une conférence sur les mots de la ville par des représentants du musée de la ville. Il y aura une intervention d'une compagnie de danse proposée par la mission danse. Il y aura conférence par l'atelier des sciences, et il y aura aussi donc l'intervention d'Henri Wagner grâce aux arts visuels. On a voulu quelque chose qui soit commun dans ce lieu qui est ouvert à tous, qui s'appelle la Commanderie, et qui doit être animé par tous dans un projet commun. Et donc ça, c'est une des occasions qu'on a cette année de pouvoir proposer quelque chose où tout le monde se mêle pour proposer pour tous les publics, tous les habitants, les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, et ça va être très ludique, on l'espère. Et cette année, vous avez une marraine. Oui, on espère qu'il fera beau. C'est quelques jours, c'est moins ça, mais vous avez une invitée d'honneur comme chaque année. Oui. Cette année, votre choix s'est porté sur Claudine Boilly, une poète parisienne. Pourquoi elle ? Après une Algérienne, Samira Negrouche, une Québécoise, Nicole Brossard, j'ai souhaité inviter Claudine Boilly. Ça fait 1 an que je l'ai invitée. Elle était venue à une de nos rencontres il y a 1 an, et je lui ai dit tu seras l'invitée d'honneur de 2019. Elle m'a dit oui tout de suite. Voilà, pourquoi elle ? Parce que c'est une belle personne, que j'aime profondément, que j'aime la personne et j'aime l'écriture de la personne. C'est une des écritures les plus ciselées qui soient actuellement dans la littérature de langue française. C'est une poète qui publie régulièrement chez différents petits éditeurs, et qui est très peu visible parce qu'elle ne veut pas être visible. C'est une grande timide. Et là, quand je lui ai proposé, elle se cache derrière. Elle s'est fait sûrement un petit peu violence parce que je lui ai proposé une carte blanche qu'elle animera avec ses invités, poètes et musiciens. Et il y aura 5-6 rencontres avec elle. Elle a été présidente du prix du Crous à l'université. Elle aura une rencontre avec Éric Chasseffière à la librairie Millefeuille. Elle fera l'ouverture du Printemps des Poètes avec Lucienne Deschamps et ses musiciens le 13 mars, donc à 20h à Plaisir au théâtre Robert Manuel. Et je remercie la ville de Plaisir de nous proposer, de nous permettre de faire cela au théâtre. Voilà. Et donc c'est une personne que j'aime profondément et qui a un regard très intelligent,
sans être intellectuelle sur l'écriture, sur la poésie, sur le rôle du poète. Je voudrais vous lire un extrait d'un entretien qu'elle a eu avec très rapidement. Très rapidement, ce qui me fait tenir debout dans une société mécanisée, recouverte d'automatismes qui nous empêchent de penser, de rêver, sauf de manière encadrée, c'est l'importance de rendre à chacun son imagination et sa place, pas uniquement sociale, dans le monde. Et je crois que ça, c'est vraiment le rôle de la poésie, de rendre à chacun sa place dans le monde. Et c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci Jacques Fournier. On le rappelle, le Printemps des Poètes débute le 13 mars prochain. Pour ne rien rater du rendez-vous, kiosque.ski.fr. Nono, 4 lettres, bien connues des Saint-Quentinois amateurs d'improvisation. Noureil Yakin-Louis, c'est son nom, est tombé dans le théâtre tout petit. Il a une multitude de casquettes. Pour un passionné, nous lui consacrons un portrait. Ce 24 janvier, l'heure est à l'installation. Comme chaque année, les équipes de Déclic Théâtre investissent les collèges saint-quentinois. Le match d'aujourd'hui, c'est très important de le savoir, c'est un match amical. On est bien d'accord ? L'équipe qui gagne, l'équipe qui perd, on s'en fiche. Le collège Gustave Courbet attrape celui des débuts de Noureil Yakin-Louis, plus connu sous le nom de Nono. 92, mon premier match d'impro. Et puis Courbet, c'est aussi le collège où Jamel notamment, Issa ont commencé l'improvisation, et puis plein d'autres qui ne sont pas aujourd'hui des grandes stars du showbiz, mais en tout cas beaucoup de comédiens ou de techniciens, même je pense à Ossine, à Marion qui était là avec nous. On a tous fait pour beaucoup, on a fait nos premiers pas ici à Courbet. Au SICMIT, Nono joue souvent l'arbitre, celui qui donne les thèmes et distribue les pénalités, le méchant en apparence. Sympa, à l'écoute, joyeux toujours, jamais de mauvaise humeur. C'est vrai, il est gentil. Quand on est sur scène, il fait l'arbitre qui est méchant, mais en vrai avec nous, quand en dessous de la patinoire, il nous donne des conseils. Celui qui le découvre, c'est le fondateur de Déclic Théâtre, Papy, lors d'un atelier au collège. Il me dit, dis donc, t'es pas mal, hein, faut t'inscrire le mercredi, faut t'inscrire sur les ateliers du midi. Donc l'année est commencée, moi je m'inscris pas, je finis mon module, je fais mon année comme ça, et puis en 5e j'y retourne et je m'inscris le midi, entre midi et 2, pour faire de l'impro, mais très sincèrement plus pour faire plaisir à Papy. Une première année où il s'estime insignifiant, puis un déclic avec le départ des plus grands, un goût de faire rire de la scène rejoint par une envie de transmettre. Papy me dit, il y a un atelier à la Croix du Bois pour les jeunes de voisins, machin et tout, t'as qu'à venir. Ok, donc moi je suis à l'heure. Et il y a une vingtaine de jeunes qui sont là et Papy ne vient pas. Enfin, Papy ne vient pas. Papy n'est pas là à l'heure prévue. Et au bout de 3/4 d'heure, Papy qui avait une galère sur la route, Papy arrive. Et moi, en fait, je le regarde, je dis vas-y, c'est bon, ils sont chauds. Et il me dit non, continue. Donc je dis ah bon ? Il me dit ouais, vas-y, je te regarde. Nono mène alors des ateliers, s'occupe du secteur improvisation. Il est aussi directeur artistique des créations de la troupe Déclic et metteur en scène d'un seul en scène, le premier d'Antoine Rabot, lui aussi formé à Trappes. Un truc où tu vois, t'as un geste physique comme quand on ferme les impros en quintette, quoi. Tu vois, quelque chose qui vient pas perturber par le déplacement. Le 2 mars prochain, Antoine montera sur scène au guichet Montparnasse pour 1 heure d'improvisation. C'est un très grand pédagogue, je pense que c'est de ceux que je connais, ça doit être un des meilleurs profs d'impro que j'ai pu avoir jusque-là. MC, arbitre, responsable de l'improvisation, comédien, metteur en scène, Nono multiplie les casquettes avec toujours un objectif, transmettre son amour de la scène. Il va arrondir les angles. Il chante, danse, amuse, grimace. Giovanni raconte avec humour comment il est devenu un artiste. Il est sur la scène de la Royal Factory de Versailles les 8 et 9 mars prochains. C'est une première à Versailles. La ville accueille la 3e édition de Vinyl Expo. Pendant 2 jours, les professionnels, les amateurs et les passionnés vont se rencontrer à l'hôtel de ville pour y trouver collectors, pressages rares ou encore objets décoratifs. Et Marilène Yapichino reçoit l'organisatrice de cette édition dans son 7-8 loisirs du jeudi 7 mars.
C'est une première aussi pour Coignères. Le 21 juin prochain, la ville organisera sa première fête de la musique. Pour l'occasion, un appel à candidature est lancé. Musiciens et chanteurs sont sollicités pour un concert acoustique. Et les Clés-sous-Bois recherchent, elles, des candidats pour sa nouvelle édition du Festival du court-métrage. Vous avez jusqu'au 21 mars pour candidater. Le festival aura lieu, lui, le samedi 1er juin. Marion Pellissier s'est inspirée des prisons autogérées et des émissions de télé-réalité. Dans Les Petites Filles, l'artiste associé au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines raconte l'histoire de filles enfermées dans ce qui pourrait être une prison, à découvrir les 12 et 13 mars. Mireille, Akima et Astrid ont été élues boudins de l'année. De ce postulat dégradant, elles en font une force en tentant de réaliser un projet, s'incruster à la garden party de l'Élysée. Regardez. Tes parents sont d'accord pour te laisser errer comme ça à 12 ans sur les routes de France, traverser les forêts, les montagnes? Mes parents sont morts, c'est mon frère qui décide. Oh cool, Astrid. 6 jours, 5 nuits, à hauteur de 5 à 7 heures de pédalage par jour. Ça va se faire, ça va se faire. On va y arriver. On arrivera là-bas le 14 juillet à midi. Allez, ça va. C'est quand même pas pareil, Indochine et un père. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir Indochine. Indochine, au moins, il parle. Waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, tout le monde s'intéresse à nous. Mireille, vous êtes d'une maturité surprenante pour votre âge. Pourquoi Je sais pas. Peut-être que la moitié, ça fait mûrir. C'est la fin de ce 7 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.